30 minutes pour vous présenter ce qu'est les petites pierres. Vous avez la possibilité de poser des questions pendant tout le long de notre intervention et on tâchera d'y répondre à la fin. Je laisse la parole à Marie qui va vous présenter les petites pierres. Je reprends la caméra. Bonjour à tous. Donc, je suis Marie Roy-Trignac, responsable du sourcing et de l'accompagnement des associations sur la plateforme des petites pierres. Avant de vous parler du fonctionnement des petites pierres, je vais vous parler un petit peu de l'historique des petites pierres. Donc, les petites pierres ont été créées en 2013 par la Fondation Somfy, qui est située à Cluses, en Haute-Savoie. Cette fondation a été rejointe en 2017 par la Fondation Schneider Electric, puis en 2019 par la Fondation BTP+, et enfin en 2020 par l'entreprise Valfidus. Ces 4 partenaires financiers ont une double importance. D'une part, ils nous financent, ce qui nous permet d'abonder sur tous les projets déposés sur la plateforme. Et d'autre part, un des membres de chaque fondation valide les projets déposés sur la plateforme chaque semaine. On en reparlera un petit peu plus tard, quand on verra le déroulé précis des projets. Donc, comme je vous disais, donc, 4 fondations qui nous soutiennent financièrement et qui permettent donc au projet d'être abondé. Je vais vous parler maintenant, si vous voulez bien, des champs d'intervention, des petites pierres. Voilà. La plateforme des petites pierres vient en aide aux associations qui ont un lien avec le mal-logement et qui luttent contre la précarité énergétique, qui permettent aux personnes de mieux vivre dans leur logement, d'aller vers l'autonomie, de créer du lien social et bien sûr de lutter contre la grande exclusion. Ça, ce sont les 5 thèmes des petites pierres, et donc il faut que le projet déposé permette de combattre un de ces enjeux. Les personnes bénéficiaires, les personnes sont des personnes qui sont en grande précarité, qui sont soit des migrants, des SDF, des femmes victimes de violences, des personnes en situation de handicap, les seniors également. Ce sont les personnes qui sont bénéficiaires sur les projets des petites pierres. Un dernier point aussi pour le financement des projets. Les projets sont de nature soit de la construction, de l'achat immobilier, de la rénovation, de la réhabilitation. On peut également financer des projets de loyer, et puis tout ce qui est équipement et petit électroménager pour permettre aux personnes bénéficiaires de vivre dans un habitat décent et digne. Je vais redonner la parole à Solène, qui va vous parler de ce que peut vous apporter les petites pierres. Alors, vous l'aurez compris, les petites pierres, c'est une plateforme qui accompagne les associations dans leur projet d'accès à l'habitat décent. C'est une plateforme de financement participatif, on dit aussi une plateforme de crowdfunding. Le crowdfunding, c'est un mécanisme qui vise à mobiliser un maximum de personnes autour d'un projet pour qu'ils contribuent, en fait. Donc, l'objectif, ça va être de convaincre le plus de monde à contribuer à votre projet en faisant un don, mais aussi en relayant le projet que vous portez. Des plateformes de financement participatif, il en existe pas mal, et de plus en plus, je pense. Les petites pierres, c'est la seule qui est dédiée à l'habitat et aux associations. On a donc un fonctionnement qui est assez spécifique, avec quelques règles, notamment des projets qui sont budgétisés à 20 000 € maximum. On a chaque don qui est doublé grâce aux partenaires de l'Alliance sur les petites pierres, ce qui signifie que sur les 20 000 € que vous recherchez
Il y a 10 000 € qui sont des dons auprès du grand public et 10 000 € qui viennent donc, des petites pierres. Les campagnes que vous menez sur les petites pierres ont une durée maximum de 3 mois. Et on applique ce qu'on appelle la règle du tout ou rien, qui consiste à dire que vous devez absolument atteindre l'objectif que vous êtes fixé dans le temps imparti, sinon les donateurs sont remboursés. Mais pas de crainte par rapport à ça, puisque sur les petites pierres, il y a 97% des projets qui réussissent. Donc cette année, en 2020, il y a eu 86 projets réussis, ce qui correspond à 600 000 € d'abondement versés aux associations pour ces projets d'habitat. Et on compte, là, début décembre, déjà plus de 4 200 donateurs. On est dans une période qui est assez propice aux dons, donc ça devrait encore augmenter. Je voulais revenir sur une petite opération qu'on a menée début décembre, c'était la semaine dernière, qui est le Giving Tuesday. Le Giving Tuesday, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mouvement qui est international et qui fait la promotion de la générosité sous toutes ses formes. On a décidé à Les Petites Pierres de rejoindre ce mouvement l'année dernière en mettant en place une opération particulière de triplement des dons sur une période donnée. Cette année, ça a été encore une fois une grande réussite puisqu'on a 14 projets qui ont pu réussir en 3 jours seulement. 14 associations qui ont été aidées. Et ça représente plus de 323 000 € qui leur ont été reversés et plus de 760 dons en 3 jours sur le site. Donc, Les Petites Pierres, c'est une plateforme de financement, un levier de financement pour les associations, mais pas que. Sur Les Petites Pierres, on a plein de belles histoires à raconter grâce aux porteurs de projets qui se démènent pendant 3 mois pour réussir leur campagne. Donc, je voulais vous donner quelques exemples de campagnes qui se sont déroulées récemment et qui sont de belles réussites. À commencer par celle qui a été portée par Un Toit pour tous très récemment. Alors là, on avait une configuration un petit peu particulière puisque Un Toit pour tous a permis en fait au collectif Réfugiés Bienvenus de mener cette campagne sur Les Petites Pierres puisqu'il faut avoir un statut associatif ou de fonds de dotation ou de fondation ou d'ONG pour déposer un projet sur Les Petites Pierres. Et donc, c'est Un Toit pour tous qui a hébergé ou parrainé le projet de Réfugiés Bienvenus et ils ont ensemble fait une campagne éclair en 4 jours seulement. Ils ont réussi à lever 7 500 € pour financer les loyers en fait, d'une famille à Grenoble. D'autres beaux exemples, c'est celui de l'association des apprentis d'Auteuil, qui est une association qui est assez reconnue, je pense, et qui menait pour la première fois une campagne sur Les Petites Pierres pour le foyer de jeunes travailleurs à la Côte-Saint-André. Je voulais vous en parler aujourd'hui parce que ça a été une campagne éprouvante pour la porteur de projet, mais à la fois, c'est vraiment un beau succès. Elle s'est clôturée dans les derniers jours grâce à un don de l'entreprise dans lequel travaille un des jeunes du foyer et qui, grâce à l'abondement, a permis de boucler cette campagne. Et vraiment, je salue tous les efforts et l'énergie de cette porteuse de projet qui a fait le maximum et qui a mené plein d'actions complémentaires pour pouvoir réhabiliter les espaces collectifs du foyer. On a aussi en ce moment le projet, alors je ne sais pas si ça va mettre le son, de l'association Point d'eau qui est basée à Grenoble aussi, que vous connaissez peut-être, qui mène sa deuxième campagne sur Les Petites Pierres. La première l'année dernière a déjà été un succès. Manon Gâteau, qui est l'ambassadrice, pareil, à la capacité de mobiliser tout le réseau de bénévoles et de donateurs de Point d'eau et mène une multitude d'actions, que ce soit des actions de communication digitale et des communications hors digitale.
pour réussir ces campagnes. Et la campagne est toujours en cours, si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, mais elle ne devrait pas tarder à se clôturer, je pense, vu comme ça avance. Et le dernier exemple dont je voulais vous parler, c'est aussi une association que vous connaissez peut-être, qui est le Haber, qui a mené 2 campagnes sur les petites pierres déjà. Le premier pour rénover le lieu de rencontre qui s'appelle le 51. Et le second, pour financer des loyers pour des loyers d'appartements qui serviront à héberger des personnes sans domicile. Donc, lors de cette dernière campagne cette année, ils ont réussi à lever 20 000 € grâce à 52 donateurs. Encore une fois, on salue les efforts des ambassadeurs sur ce type de projet. Par exemple, sur la dernière campagne du Haber, ils ont mis en place leur propre CRM spécialement pour cette campagne. Le CRM, c'est un outil de gestion des contacts. Ils n'en étaient pas dotés jusqu'à là. Ils s'en sont dotés pour cette campagne et ça a apporté ses fruits puisque la plupart des donateurs ont été convaincus grâce à l'envoi de ces emails, en partie donc grâce à l'outil. Donc ça, c'était pour les belles histoires et les exemples de réussite des campagnes. Les arguments qui vont convaincre les associations de mener des campagnes de financement sur les petites pierres, c'est que donc déjà, ça vous permet de lever en peu de temps, 3 à 4 mois, 20 000 € maximum. Donc, l'aspect financier est important, les dons sont doublés sur les petites pierres et on a un fonctionnement qui est entièrement gratuit. Donc, tout l'argent que vous collectez vous est reversé. Mais il n'y a pas que ça. Sur les petites pierres, on vous propose un accompagnement qui est personnalisé avec toute l'équipe opérationnelle dont Marie et moi faisons partie. On vous suit et on vous conseille, on vous guide. Et parfois, on vous motive aussi dans la campagne pour vous donner des conseils d'actions à mener, faire le point régulièrement, vous apporter des solutions techniques, des conseils en communication digitale. Donc ça, c'est vraiment un accompagnement et une relation qui est privilégiée aussi pendant les 3 mois. Donc vous êtes soutenu et encadré. Mais les campagnes de financement participatif, ça vous permet aussi de booster votre notoriété. C'est, je l'ai dit plusieurs fois, comme une campagne de communication que vous menez pendant 3 mois et ça permet de valoriser votre association et les actions, les missions que vous menez au quotidien. Ça, c'est un point sur lequel je voudrais insister un petit peu maintenant. On a réalisé il y a 2 ans une mesure d'impact pour les petites pierres qui nous a permis de mettre en lumière tous les aspects positifs d'une campagne de financement participatif sur les petites pierres. Et on s'aperçoit que ça va vraiment au-delà d'un simple outil de financement et que ça permet bien plus aux associations. Donc, ça permet un gain de notoriété, de visibilité. Ça permet aussi de renforcer le réseau des associations. C'est une expérience qui mobilise en fait et qui fédère la communauté des associations, aussi bien en interne, parce que les équipes, les bénévoles, les salariés vont être mobilisés pendant 3 mois pour mener la campagne, mais aussi en externe. On va mobiliser des donateurs qui le sont peut-être régulièrement et qui vont être contents de participer à un projet qui est très concret. Mais parfois, il y a des associations qui, en fait, ont peu d'occasion de solliciter leurs donateurs. La campagne de financement participatif, c'est l'occasion de le faire et ça crée aussi des liens privilégiés avec les donateurs, parce qu'on leur donne des nouvelles des projets, etc. Et puis, le dernier point qu'on a pu relever, c'est que les campagnes de financement participatif, elles permettent une montée en compétences sur le digital des associations qui vont mettre en place plein d'actions de communication digitale ou pas digitale d'ailleurs pendant ces 3 mois qui vont redoubler d'efforts pour mettre en place voilà, tous ces leviers de communication. Et on a 70% des associations qui nous ont dit avoir renforcé l'image et l'indépendance de l'association pendant cette campagne.
Je laisse à présent la parole à Marie qui va vous détailler le fonctionnement de la campagne sur les petites pierres. Voilà. Merci Solène. Je reprends la parole pour faire un point sur comment préparer une campagne sur les petites pierres, comment concrètement déposer un projet. Si vous pensez que votre association peut bénéficier de notre aide, il vous suffit de vous rendre sur la plateforme des petites pierres, de me téléphoner directement ou de m'envoyer un mail directement. Les coordonnées vous seront communiquées à la fin de cette présentation. Et de commencer à rédiger en fait votre projet. Il va falloir pour ça le partager le détailler en 3 parties qui sont quel est notre projet, à quoi va servir l'argent collecté et qui sommes-nous. 3 parties qui doivent être rédigées minutieusement pour bien détailler votre projet, pour que je sois sûre au maximum qu'il puisse être validé par le comité de vérification. Ce projet doit inclure un budget qui doit être précis, qui doit être simple, qui doit être concret, puisque toutes ces informations vont être envoyées, vont être présentées au comité de vérification qui se réunit 1 fois par semaine le lundi. Et c'est pendant ce comité que les membres des fondations vont valider ou invalider le projet. D'où l'importance d'avoir un budget bien détaillé, un projet bien détaillé et le plus clair possible. Mais donc, avant que ce projet soit présenté, vous et moi, on travaille ensemble pour qu'il corresponde le plus au champ d'intervention des petites pierres. Une semaine après, une fois qu'on a le retour du comité de vérification et si celui-ci a validé votre projet, vous allez être mis en relation avec une des accompagnatrices des petites pierres qui sera la personne qui va vous suivre pendant toute la durée du projet et qui fera un point quotidien, hebdomadaire, avec vous, plus ou moins si vous en avez la nécessité. Cette personne est là pour vous accompagner dans la rédaction d'emailing, dans la rédaction de posts sur les réseaux sociaux, pour vous donner des conseils, pour communiquer avec vos différents cercles de donateurs et voilà, pour vous encourager, vous soutenir, vous donner des conseils, pour simplement discuter si c'est nécessaire et pour faire en sorte que votre projet aboutisse. Comme le disait Solène précédemment, 97% des projets qui sont déposés sur la plateforme aboutissent et ça, c'est le fruit d'une collaboration entre les associations et les personnes des petites pierres. Qu'est-ce que je peux ajouter? Une fois donc le projet est validé, qu'il est mis en ligne, donc vous êtes suivi et accompagné par une personne des petites pierres pendant la durée de votre projet, à savoir 3 mois maximum. Voilà. Je pense avoir fait un point global et un tour complet de la situation. Ben, tout à fait. Moi, je trouve ça super intéressant. Je pense que je vais pouvoir donner la parole notamment à Paul Coste qui nous a rejoint et qui a posé une question sur le chat, là, donc sur la discussion. Donc je te laisse la parole, Paul, si tu veux intervenir. Juste avant que Paul, voilà, il vient d'activer son micro, donc super. Juste, nous, un petit témoignage, un toit pour tous. Merci de nous avoir cités tout à l'heure. L'année dernière, on avait déjà commencé à mettre un projet. C'est vrai qu'on avait vu grand puisque c'était un projet financé au maximum, à 20 000 euros. Je crois qu'en 14 jours, on l'a bouclé au mois de décembre. Je peux témoigner parce que c'était moi qui étais ambassadrice du projet. C'est vrai que au départ, on a l'habitude, nous, un toit pour tous, de faire appel à des plateformes de financement participatif. Et on s'était dit, pourquoi les petites pierres en plus par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et j'avoue que ça avait été très intéressant à plusieurs titres. Le premier, c'est que les dons étaient doublés, voire triplés au mois de décembre. Donc, pour nous, ça a été vraiment un coup de pouce important. Et puis, j'avoue que c'était vraiment aussi un
un petit challenge qu'on a pu mettre en place parce que c'est vrai que d'habitude, c'est des campagnes de dons qui sont un peu au long cours. Et là, le fait qu'on soit limité en quelques mois, eh ben, on s'est pris au jeu, en fait. Et on a eu envie vraiment d'aller au bout et de faire ça le plus vite possible. C'était presque un jeu. Et en fait, ça a très bien marché. On a vu que nos donateurs répondaient facilement. Et du coup, ça a été vraiment un plaisir de le faire avec les petites pierres. Donc, c'est aussi pour ça que cette année, on a voulu le faire. Mais c'est vrai aussi qu'il faut être bien préparé et avoir bien pensé son projet. Donc, voilà. Mais je voulais apporter mon petit témoignage au passage. Merci de votre retour, Anne. Mais je laisse la parole à Paul. Bonjour. Oui, bonjour. Paul Coste, trésorier de Un Toit pour tous. J'avais une petite vérification, mais je pense que c'est ça. Vous disiez quand on a atteint le seuil de 20 000 euros, je suppose que la collecte s'arrête immédiatement. En fait, tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc ça, je me trompais pas. Oui. Ma le site est deuxième paramétré. question. D'accord. Bon. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez une analyse, et notamment peut-être Anne Rabillard peut le faire pour Un Toit pour tous, est-ce que ça attire des donateurs inconnus précédemment? Parce que Un Toit pour tous a régulièrement un certain nombre de donateurs parmi ses bénévoles et ses adhérents actifs. Et la question, c'est est-ce que la méthode de crowdfunding a fait venir des donateurs venus de l'autre bout de la France, intéressés par le projet, ou de l'autre bout de la région ou du département? Donc ça, c'est ma première question. Est-ce qu'on peut en effet, ça peut arriver. Sur une campagne de crowdfunding sur les petites pierres, on vous propose de travailler sur 3 cercles de communication. Le premier cercle qui est le cercle 1, qui correspond à la famille, les amis, c'est vraiment un cercle proche. Et eux sont les premiers à pouvoir donner sur votre projet, car ils vous connaissent, ils connaissent votre projet et ils n'auront pas d'impréhension à donner. Et puis, on va communiquer sur ce cercle jusqu'à à peu près 20-25% de la cagnotte. Jusqu'à 60%, on va communiquer avec le cercle 2, qui est le cercle plus élargi, les familles des bénévoles, les familles des salariés, les entreprises locales, avec qui vous avez l'habitude de travailler, vos partenaires, jusqu'à 60%. Et au-delà de 60-65% à la fin de la cagnotte, on vous propose de communiquer sur le cercle 3, qui est le cercle du grand public. Et eux, donc, ne vous connaissent pas. Et c'est grâce à la communication que vous mettez en place et aux annonces qui sont faites, soit dans la presse locale ou dans la presse locale en général, que des personnes ne vous connaissant pas peuvent être intéressées par votre projet. Effectivement, dans ces cas-là, les donateurs que vous ne connaissez pas, que votre asso ne connaît pas, peuvent venir donner sur votre projet. Oui, parce que moi, j'ai eu le sentiment, quand on en a parlé dans l'association, les donateurs habituels se sont dit on va se précipiter à donner les premiers. Et je trouve que ce n'est pas un bon calcul. Je préférerais, en tant que trésorier, que les donateurs habituels attendent, laissent venir le cercle un peu éloigné ou même très éloigné de l'association pour faire venir des donateurs qui s'intéresseront demain à l'activité de l'association, plutôt que d'avoir les donateurs réguliers qui viennent remplir la cagnotte très vite. Finalement, c'est moins intéressant, il me semble-t-il. Effectivement, si ce sont des gros donateurs et qui à 4-5 vous permettent de financer un projet, d'un point de vue de la communication, ce ne sera pas très intéressant pour vous. Par contre, si vous avez des petits donateurs réguliers, ça c'est quand même très intéressant qu'ils soient là dès le départ pour faire vivre la campagne, pour la faire démarrer. D'accord. Il y a Solène qui va apporter une... Non, mais pour compléter, c'est très intéressant ce que vous dites sur... Et en fait, c'est assez stratégique et c'est quelque chose dont les associations peuvent faire part en amont à nous, équipe des petites pierres, et on peut adapter aussi la stratégie en fonction de ça. Et si dans votre objectif, il y a aussi... parce que ce n'est pas l'objectif de toutes les associations, si vous voulez, d'aller toucher des donateurs qu'elles ne connaissent pas. Mais si c'est le cas, c'est quelque chose qui peut être intégré. Et dans ce cas-là, faut aussi travailler dans ce sens-là. Et comme le disait Marie, dans tous les cas, vous aurez besoin de certains de vos donateurs habituels pour amorcer la campagne et convaincre ensuite le plus grand nombre. Mais du coup, je trouve que c'est aussi assez révélateur le fait que vos donateurs se précipitent sur la campagne.
en fait, ils ont aussi certainement envie d'être sollicités. Et dans ce cas-là, c'est déjà bravo, c'est chouette pour vous. Mais voilà, je pense que c'est des stratégies en fait à élaborer. D'accord. Et alors, j'en profite de vous avoir en ligne pour vous poser une question. Le projet que vous avez financé l'année dernière pour nous, il a énormément pris de retard à cause de la crise sanitaire. Ça correspondait à l'aménagement d'un accueil pour les personnes qu'on loge. Ma question, c'était a posteriori, comment vous vérifiez l'usage de la campagne de dons et est-ce que ça vous est arrivé de dire telle association n'a pas utilisé conformément à ce qui avait été prévu ou a différé son projet et finalement on annule l'apport financier ou pas? Je sais pas comment ça marche. Alors, c'est vrai qu'en général, la règle dit que vous avez une année à partir de la fin de votre projet, à partir de la fin du projet, pour nous fournir les factures correspondantes à votre projet. Il y a parfois des cas particuliers, il y a parfois des situations différentes, compliquées, particulières, et on s'adapte si l'association nous appelle pour nous expliquer un problème passager, notamment cette année avec la crise du Covid. On comprend tout à fait qu'il peut y avoir des retards dans les chantiers, dans différents projets. Et dans ces cas-là, le plus simple, c'est de nous appeler directement et on essaiera de trouver une solution. On fait un suivi. Pardon, vous avez versé les fonds immédiatement, quasiment après la campagne, ou vous attendez d'avoir les factures justificatives? Non, justement, sur les petites pierres, on verse directement après la fin de la campagne et on vérifie les factures après, mais c'est aussi une volonté de notre part de ne pas handicaper l'association et de pouvoir vous laisser mener les projets. Et ensuite, on fait un suivi de chaque projet qui a été mené sur les petites pierres en vérifiant effectivement les factures. Et jusqu'à là, c'est jamais arrivé qu'il y ait de défauts de la part des associations. Très bien. Il y a une question, de Romain. Romain, si vous m'entendez, si vous est possible d'activer votre caméra et votre micro, je vous laisse poser votre question en direct. Alors, si Romain n'y arrive pas, je vais poser la question pour lui. Est-ce qu'il arrive, Romain? Le micro est ouvert, Romain, on vous écoute. Ça ne fonctionne pas. Je crois que ça dépend effectivement aussi des appareils et parfois, voilà, il nous entend, mais il ne peut pas activer sa caméra. Donc, il disait, bonjour, je suis désolée, mais je n'ai pas rejoint le webinaire. Il a rejoint un peu tard le webinaire. Comment est financée la Fondation des Petites Pierres? En vous remerciant par avance. Voilà. D'accord. Donc, les Petites Pierres, c'est un fonds de dotation qui est en fait aujourd'hui une alliance de 4 fondations d'entreprises. Ça a été initié par la fondation d'entreprise Somfy, qui a été rejoint par la suite par la fondation Schneider Electric, la fondation BTP+, et l'entreprise Valfidus. Donc, ce sont 4 entreprises qui œuvrent dans le secteur du bâtiment et c'est pour ça aussi que la plateforme est dédiée à l'habitat. Voilà. Et donc, ces 4 partenaires co-construisent ensemble l'Alliance des Petites Pierres et donnent aussi les lignes des Petites Pierres et permettent d'abonder chaque don qui est fait sur la plateforme puisque chaque don est doublé. J'espère que ça répond à la question. Oui, je crois que ça répond à sa question. C'est ce qu'il a mis dans le chat. Il dit « Je vous remercie ». Donc, parfait. Je pense que ça lui convient bien. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont également présentes. Si vous voulez prendre la parole, activer votre caméra ou uniquement votre micro, si vous préférez, ou passer par le chat pour répondre, enfin, pour poser vos questions, pardon, c'est tout à fait possible. Donc, n'hésitez pas. C'est le moment. Vous pouvez avoir vos interlocutrices en direct, donc ça peut être sympa de pouvoir poser vos questions en direct.
Eh ben, j'ai pas beaucoup de succès avec mes propositions. Ah. Bon, de l'autre côté, il y a beaucoup de questions. Enfin, il y a une question qui revient régulièrement, qui est de savoir comment un projet, comment sait-on si un projet est éligible aux petites pierres? Et donc là, il faut reprendre les champs d'intervention dont je parlais plus tôt, à savoir, en fait, il faut que le projet apporte un plus au niveau de l'habitat aux bénéficiaires entre le début et la fin de la campagne. Je ne suis pas très claire. Il faut que les projets soient à destination des personnes en grande précarité, que le projet soit un projet de construction, reconstruction, réhabilitation, d'achat immobilier, de loyer ou d'aménagement intérieur. Et c'est ça qui va faire qu'un projet peut être validé ou non sur les petites pierres. Alors, il y a Romain qui est réintervenu. Il fait partie effectivement des collectifs qui sont suivis régulièrement par Un Toit pour tous. Et il dit qu'il sent qu'il est difficile de solliciter au-delà du premier cercle. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est régulier au niveau des associations chez vous. Est-ce que c'est régulier? En fait, les campagnes sont vraiment différentes à chaque projet et chaque association. Donc, c'est difficile de répondre de manière générale. Par contre, tout à l'heure, Anne, vous l'avez précisé, la campagne de crowdfunding, elle demande une bonne préparation. Et je pense que c'est essentiel, notamment pour réussir à solliciter le deuxième et le troisième cercle, parce que effectivement, ça va être assez chronophage. La campagne de crowdfunding, ça va demander beaucoup d'énergie de la part des porteurs de projets. Et une bonne préparation, pour moi, ça va être la clé. Et aussi parce que ça va permettre d'anticiper toutes les actions que vous pouvez mettre en place en fonction de chacun des cercles, en fait. Et ça va permettre de donner une vue globale de la communication que vous voulez donner à la campagne. Nous, pour chacun des cercles de communication, on propose... déjà, on aide à identifier les cibles de chacun de ces cercles. Alors, forcément, ça vient des associations à chaque fois, mais en discutant, on est souvent amené à dire vous m'avez parlé de tel partenaire, peut-être que vous pourriez le contacter, etc. Et comme ça, on arrive à tirer un peu les ficelles et vous suggérer des idées, donc de cibles, mais aussi d'actions à mettre en place. Et là, c'est clair que sur le cercle 2 et le cercle 3, ça va demander une multitude d'actions à mettre en place pour qu'en fait que ça prenne, quoi. Et en travaillant de cette manière, les messages, les différents supports, etc., on arrive à mobiliser le cercle 2 et le cercle 3. Mais après, c'est sûr que en fait, l'impact sur le cercle 1, il est beaucoup plus immédiat. Enfin, vous allez passer 3 coups de fil, vous allez peut-être avoir 3 dons. Lorsque vous allez avoir un article qui va sortir peut-être dans le Dauphiné, il va être vu par je ne sais combien de personnes, mais vous n'allez pas avoir autant de dons. Enfin, c'est-à-dire qu'il va falloir être beaucoup plus visible pour rapporter le même nombre de dons. Donc, c'est sûr que le ratio est différent, mais par contre, vous allez apporter d'autres choses à l'association et au projet, comme de la visibilité, etc. Mais en tout cas, on le voit sur certaines campagnes. On a beaucoup d'associations qui ont des retombées presse grâce aux campagnes de financement participatif, qui arrivent à solliciter, par exemple, auprès des collectivités locales, etc., des personnes qu'ils n'auraient pas sollicitées de manière globale. Alors nous, c'était un petit peu différent parce qu'en fait, on a effectivement un petit panel de donateurs, mais quand on a fait la campagne avec les petites pierres, moi, je ne suis pas habituée, par exemple, à solliciter ma famille. Moi, Un Toit pour tous, je suis salariée, donc ça fait partie de mon travail. Et là, pour les petites pierres, c'est vrai que c'était aussi un peu la fin de l'année, il y avait ce côté challenge, comme je vous disais. Et du coup, c'est vrai que j'ai sollicité, par exemple, sur ma page Facebook personnelle, la campagne. Et c'est vrai que du coup, comme ça, on a pu... alors, je ne suis pas la seule, parce qu'on était 4-5 à l'avoir fait dans l'association. Et c'est vrai que comme ça, on a attiré des donateurs sur cette campagne-là, qui n'étaient pas nos donateurs habituels. Mais par contre, c'est vrai aussi qu'on ne les a attirés que sur cette campagne-là. Parce que c'était un peu le don coup de cœur, quoi. Voilà.
Et que ce n'était pas forcément des donateurs qui sont restés. Voilà. Ouais. Mais c'était intéressant, enfin, c'était une autre façon de faire et effectivement, je vous rejoins sur le côté très organisé. On avait vraiment préparé à l'avance à quel moment on allait solliciter les donateurs et comment, et quels donateurs aussi. Tout ça, c'était vraiment organisé et on avait un petit peu l'habitude, mais je ne suis pas sûre que de toute façon, c'était pas difficile. Même quelqu'un qui n'est pas forcément très habitué, s'il y pense quand même et qu'il réfléchit un peu à la question, c'est faisable. Enfin, franchement, là, pour le coup, il ne faut pas être un expert des réseaux sociaux ou un expert d'Internet pour y arriver. Je pense que là-dessus, il faut aussi rassurer si toutefois il y avait des questions. Je vous rejoins là-dessus. Et puis, en fait, on voit que souvent, la campagne de financement participatif, c'est l'occasion pour l'association de tester des choses. On a des associations qui vont réaliser une vidéo pour la campagne alors qu'elles n'en avaient jamais fait. Et puis, on se rend compte à ce moment-là qu'en fait, c'est accessible, c'est faisable et qu'on peut faire des choses simples. Et c'est pareil effectivement pour les réseaux sociaux. Et puis, nous, on essaye de vous accompagner au mieux, de vous conseiller, de vous guider vers des outils qui sont accessibles. Donc, effectivement, il ne faut pas être expert ni de communication, ni de digital, je pense. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres participants qui souhaitent intervenir d'une manière ou d'une autre? Eh bien, je crois que vous avez dû être très complète dans votre présentation. Voilà, Romain a activé son micro. Ouais, c'est bon, il a fallu que je me connecte à un autre endroit. Donc, effectivement, j'ai été très intéressé par la présentation de la fondation, parce que, comme je vous disais, donc, nous, on est rentré par le biais d'un collectif avec Un Toit pour tous. Donc, on a réussi à aider, à accompagner une famille l'an dernier. On s'aperçoit que les besoins sont énormes. Donc, il y a une deuxième famille qui rentre un peu dans le dispositif. Et comme je vous disais, le premier cercle, qui était le cercle le plus sensible, a été sollicité et a répondu. Mais on s'aperçoit que la communication, elle est très compliquée pour aller au-delà. Et donc, voilà. Effectivement, comme on disait précédemment, c'est un sacré travail, mais on est là pour vous accompagner, pour vous donner des conseils. Nous, on a quand même un petit peu l'habitude et du coup, on sait comment communiquer avec les entreprises locales, notamment avec le Cercle 2 en général. On vous donne des conseils pour solliciter les réseaux de vos bénévoles, de vos salariés. Mais la question que j'avais, c'est qu'effectivement, donc les projets sont portés par une association qui est reconnue, donc c'est Un Toit pour tous. Les collectifs, finalement, on va dire, c'est le vivier de bénévoles ou de donateurs. Mais pour vous, chaque campagne d'Un Toit pour tous, en fait, ça va être une campagne différente. Ce n'est pas un projet qui regroupe toutes les actions d'Un Toit pour tous. C'est par différentes campagnes qui peuvent être pour plusieurs types de logements, finalement. Est-ce que vous pouvez reformuler votre question? Par exemple, donc là, j'ai vu votre campagne récente, c'était celle entre Un Toit pour tous et portée par le collectif Réfugiés Bienvenus. Oui. Mais par exemple, s'il y a d'autres collectifs, en fait, c'est une nouvelle campagne que vous allez faire, qui est dans un partenariat, Les Petites Pierres et Un Toit pour tous. À chaque fois, en fait, c'est un projet qui est défendu. Oui, parce que, alors peut-être que vous n'aviez pas eu l'explication, mais sur les petites pierres, vous allez déposer donc un projet et en plus, c'est très important que chacun soit bien identifié. Et si vous refaites une campagne, effectivement, ce sera un nouveau projet parce qu'il y a un nouveau besoin, etc. Et en fait, vous allez demander le budget dont vous avez besoin et à la fin, une fois que vous avez atteint le budget, la campagne, elle s'arrête. Donc, à chaque fois, vous en recommencez une. D'accord. OK. Bon, je pense qu'on est assez motivé pour déposer un projet. Avec plaisir. En tout cas, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur justement de cette mobilisation du deuxième cercle. Comme on l'a dit, ça se travaille. Nous, on vous accompagne. Donc, il faut se lancer. Très bien. Bon. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a certaines associations qui se lancent pour la première fois et qui, ayant une petite appréhension, font des projets à petit budget, c'est-à-dire des projets à hauteur de 5 000 euros, 5 000 à 7 000 euros, pour leur permettre de comprendre comment on fonctionne et puis être rapidement rassurés pour pouvoir ensuite faire des projets de plus grande ampleur.
Et bien voilà, on arrive à 12h40, on est quasiment à la fin de cette... Ah, je vois que Marie-Claire Pilon a activé son micro. Peut-être que vous voulez intervenir. Je vous laisse la parole. C'est clair, peut-être témoigner du fait que l'association Accueil Migrants Grésivaudan a lancé une campagne au mois d'avril qui a été un appel à dons, hein, c'était un projet pour poursuivre le logement d'une famille qui était dans un logement gratuit communal et ça se terminait. Et voilà, ça a très bien marché. Et effectivement, le souci, c'est comment aller un peu au-delà des donateurs habituels. Et un peu, bon, je crois qu'on va peut-être continuer à faire d'autres projets avec vous parce que c'est facile, ça se passe bien. Et voilà. Avec plaisir. Et vous remercier. C'était un plaisir d'accompagner votre association au mois d'avril. Pour moi, c'était le premier et je me souviens très bien de la relation avec votre ambassadrice. Bénédicte, sans doute, oui. Oui, et c'était au moment en plus où il y avait des soucis sanitaires, tout ça, donc il y avait pas mal de panique et finalement tout s'est très bien passé. Hein. Je pense que voilà, une famille de 2 enfants qui est logée très correctement. Et là encore, le rôle de l'ambassadeur est très important et elle a su mener ce rôle de manière admirable. D'accord, merci aussi. On ne vous entend pas, Anne. Anne, oui, ça y est, bah, j'ai eu du mal. Hein. La réactivation du micro, je ne suis pas encore experte. Excusez-moi. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, mais là, je crois qu'on arrive voilà, vraiment à la fin du temps qui nous était imparti. Et je crois que tout le monde a fait le tour. Donc, moi, il me reste juste à vous remercier et à vous laisser la parole pour conclure. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir conviés à ce webinaire. Voilà, c'était notre premier, alors soyez un tout petit peu indulgents. Mais voilà, ravi de pouvoir présenter les petites pierres et surtout, si vous avez des projets, n'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire et on validera ensemble que votre projet peut être réalisable. Merci beaucoup et au revoir à tous. Merci, bonne journée. Bonne journée.